informer les employeurs sur les thématiques emploi, formation, compétences. Donc, on a eu une série de thèmes qu'on a déjà organisés en 2022-2023 et on se réunit avec les organisations pour voir à peu près quels seraient les thèmes d'actualité et les attentes de nos entreprises. Et au fur et à mesure de nos discussions, on s'est dit que c'était intéressant d'avoir aussi un sujet sur la question de la lutte contre l'illettrisme en entreprise. Donc, je ne vais pas être trop long, je vais faire très court, mais l'idée, c'est plutôt de pouvoir parler des enjeux, de comment détecter les collaborateurs qui pourraient rencontrer des situations de difficultés sur la notion d'illettrisme, mais surtout pouvoir mettre en place des actions concrètes du point de vue des enjeux compétences, d'environnement de travail, mais également de santé, de sécurité, de risque. Je ne vais pas en dire trop puisque ce sont les intervenants qui vont pouvoir intervenir sur ces sujets-là, notamment l'ANSIL, donc l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Et je remercie Madame Halal et puis Armelle de Sabeille d'intervenir sur le sujet. Et je passerai ensuite la parole à Transition Pro Pays de la Loire, qui est notre structure paritaire, donc organisée et gérée par les structures paritaires, organisations employeurs et salariés en région Pays de la Loire. Et le Zoom sera sur la certification CLEA, qui n'est peut-être pas suffisamment encore connue de la part des employeurs, et on aimerait faire une vraie promotion du dispositif. Et on terminera par Monsieur Parnet, qui pourra s'exprimer sur les actions mises en place dans sa structure de façon très concrète. Donc voilà, moi je suis responsable emploi formation au MEDEF Pays de la Loire. Le but, c'est d'être court pour moi parce que je veux optimiser les temps de parole de nos intervenants. Quelques règles du jeu, pensez bien à couper vos micros pour ne pas parasiter les interventions. Coupez également vos caméras pour optimiser la bande passante. Donc il y a uniquement les intervenants qui sont sur une prise de parole, ouverture micro et caméra. Et sachez également que ce webinaire est enregistré. Il sera hébergé sur le site du Cariforef des Pays de la Loire. Donc, je remercie Valérie Lucas, la directrice du Cariforef, de nous aider pour communiquer sur ce webinaire. On est en relation avec les acteurs région et État, donc notamment avec le SGAR, mais c'est aussi un webinaire en collaboration avec le Conseil régional et les services de l'État. Donc voilà, je fais très court. On va pouvoir démarrer. Une dernière chose, vous pouvez utiliser l'onglet conversation, donc le chat, pour poser vos questions. On va pouvoir les recenser et on utilise également cet onglet pour vous donner des informations, des liens sur des outils, des actions, les liens Internet importants sur les structures aujourd'hui présentes. Voilà, je vais laisser la parole à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme pour introduire la notion de lutte contre l'illettrisme plutôt du point de vue des enjeux. Madame Halal et puis Armel, je vous laisse la parole pour 7 minutes d'intervention. Merci beaucoup Jean-Baptiste et puis merci d'avoir proposé d'organiser un midi de l'emploi à la lutte contre l'illettrisme en entreprise au mois de septembre, qui est le mois dédié aux Journées nationales de lutte contre l'illettrisme. Donc, il y a une cohérence par rapport au timing et je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus. Je vais revenir sur les définitions. C'est vraiment le point de départ de toutes nos interventions. Clarifier un petit peu les situations des personnes en situation d'illettrisme. Alors, je veux bien que vous avanciez le diaporama. Parce qu'en fait, illettrisme et électronisme, même combat. En fait, c'est un déficit de compétences de base, hein, lire, écrire, compter, mais également le numérique, sachant que lire et écrire est également un prérequis à l'accès à la maîtrise du numérique, parce que le numérique fait appel à des capacités de lecture et d'écriture sous un format qui intègre du outillage pour pouvoir communiquer et utiliser les outils. Donc, en fait, illettrisme, électronisme, même combat, ça fait partie des compétences de base qu'il faut maîtriser pour être autonome dans les situations de la vie quotidienne. C'est la définition de la NLCI et ça recouvre en fait toutes ces compétences. On fait la différence avec l'analphabétisme, qui est la situation des personnes qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais appris et qui n'ont pas forcément de déficit d'estime de soi, qui n'ont pas de honte à avouer qu'elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'école et que voilà, elles ne maîtrisent pas. Et quand on n'a pas appris, on ne maîtrise pas. Et le dernier cas, c'est le français langue étrangère. Là, c'est la thématique des personnes dont le français n'est pas la langue maternelle. Et c'est une problématique linguistique qui nécessite l'apprentissage du français, contrairement à l'illettrisme où la langue française est maîtrisée à l'oral, ce qui rend d'autant plus difficile le repérage des difficultés. Je
veux bien que vous avanciez parce que, au-delà de ces définitions, on a des éléments statistiques qui nous permettent de mieux comprendre et mieux connaître les personnes en situation d'illettrisme. Sur la France métropolitaine, on est à 2 500 000 personnes, ça représente 7% de la population qui est concernée. Sur ces 2 500 000, en fait, on a 51% de personnes qui sont dans l'emploi, d'où un webinaire comme aujourd'hui. Le monde de l'entreprise a vraiment un rôle à jouer dans le repérage et la prise en charge des personnes, des salariés en situation d'illettrisme. Ça représente 1,3 million de personnes en métropole qui sont effectivement en situation d'illettrisme et au travail. Vous avez un petit diagramme dessous avec les branches les plus impactées par les problématiques d'illettrisme. On voit qu'arrivent en priorité les branches de l'agroalimentaire, les branches de l'agriculture. On retrouve également le transport et le BTP parmi les branches les plus impactées par l'illettrisme parmi les salariés. Dernière chose, on est à 7% de difficultés avec la lecture et l'écriture. Si on prend en compte le calcul, ce qui dans le monde du travail est quand même une compétence très importante, on est à 15%, c'est-à-dire on a plus de 5 millions de personnes qui ne maîtrisent pas le calcul de base. On est vraiment sur quelque chose de très, très basique, hein. Maîtriser les opérations et les raisonnements logiques les plus simples. 15% de la population ne maîtrise pas ces compétences-là. Donc, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte dans la capacité des personnes à s'adapter dans le monde de l'entreprise et à évoluer. Je veux bien que vous avanciez, parce que là, je suis sur des chiffres nationaux. Je vous ai fait un petit focus sur les chiffres de la région. L'enquête de l'INSEE nous indique que en fait, 6% des salariés sont en situation d'illettrisme. Donc, j'ai fait un petit calcul à partir des chiffres de repères hein, de Cariforef qui nous indique qu'en région Pays de la Loire, il y a 1 430 000 salariés. Et si on applique cette clé des 6%, on peut se dire que statistiquement, on a 85 814 salariés en situation d'illettrisme dans notre région, ce qui n'est pas un chiffre à la marge. C'est quand même un nombre conséquent de personnes. Donc, tout notre intérêt, enfin, voilà, le message qu'on porte, c'est 85 millions de personnes. Il ne faut pas les laisser où elles sont. Elles sont fragiles. Si elles ne sont pas fragiles aujourd'hui, elles seront fragiles dans le futur quand elles auront besoin de s'adapter, de rebondir en cas de crise, en cas d'évolution, de restructuration des entreprises. D'où l'importance de vraiment prendre en compte cette situation d'illettrisme de manière complètement transversale dans toutes les entreprises. Je vais laisser la parole à Lamia qui va faire un focus sur effectivement les enjeux pour l'entreprise de bien prendre en compte l'illettrisme. Merci Armelle, merci pour ce webinaire. Donc, on voit très bien que tous les secteurs d'activité sont concernés, surtout qu'aucune entreprise, aucune branche n'est épargnée par les mutations des emplois, des transformations numériques, stratégiques, voilà, écologiques, etc. Donc, les enjeux sont très importants. Moi, je vais essayer de les résumer en 4 enjeux clés pour ne pas vraiment s'étaler. On va être sur un enjeu premier de sécurité pour toute entreprise, pour toute organisation, puisque l'usure professionnelle, donc pour les salariés les plus âgés, mais également peut être un enjeu, mais aussi sur tout ce qui tourne autour de la question de la sécurité dans la mise en œuvre de la tâche et de la mission. On sait qu'avec les mutations et les transformations, la majorité des outils sont digitalisés. La majorité maintenant, que ce soit en logistique, en concession, en usine, voire dans la transformation agroalimentaire, on est de plus en plus, on utilise de plus en plus des outils, des machines qui sont utilisant la robotique, utilisant le numérique, et tous les salariés qui étaient habitués à des machines manuelles, qui ont des process manuels et qui se sont installés dans une routine de process, de travail, de tâches, le fait de leur mettre en place des nouvelles machines, des nouveaux outils robotisés, c'est un changement total pour eux. Et le fait de ne pas maîtriser les compétences de base, lire, écrire, compter, mais également le numérique, risque de devenir une source de danger
pour le salarié lui-même, mais également pour son entreprise. Donc, c'est une source d'accidents de travail, c'est une source aussi de manque de productivité également, puisque on va passer forcément par l'aide et le tutorat de collègues. Ce sont les collègues qui vont être amenés à faire à la place d'eux. C'est le glissement de fonction carrément de certains responsables. Et là, on rentre dans la question de la rentabilité, puisque la question de manque de productivité implique forcément un manque de rentabilité. Et là, c'est l'enjeu numéro 2. Mais un salarié qui n'est pas à l'aise sur son poste de travail, un salarié qui se sent visé par les critiques ou par aussi la compassion de ses collègues ou de ses responsables, c'est un salarié qui généralement n'est pas à l'aise. C'est un salarié qui va se renfermer dans ses stratégies d'évitement, de contournement pour ne pas montrer ses difficultés, pour faire semblant de maîtriser les tâches. Donc, c'est un salarié qui va être isolé, c'est un salarié qui n'est pas bien. Donc, la question du bien-être, la question de la qualité de vie au travail est entachée, mais pas que la qualité de vie au travail, mais c'est également la qualité des conditions de travail. Un autre donc enjeu majeur, c'est également la marque employeur. Quand on a il n'y a pas de qualité de travail, donc la qualité de vie au travail, il n'y a pas donc de sécurité, la rentabilité est entachée, forcément, la marque employeur, l'image de l'entreprise est malheureusement aussi entachée. Le développement des performances individuelles des salariés permettrait la performance collective donc de tous les salariés, de toute l'entreprise. Et là, on voit le lien entre les compétences de base et les compétences collectives. Les compétences de base et l'importance du développement de l'intelligence situationnelle donc, pour le salarié. Donc, c'est gagnant-gagnant, le développement des compétences de base et gagnant-gagnant pour le salarié, mais également pour son organisation. Le salarié, il sera plus à l'aise sur son poste de travail, il sera plus autonome, donc meilleure confiance en soi, meilleure qualité de vie au travail. Et pour l'entreprise, les consignes sont comprises et la productivité, on va dire, des tâches et des missions donc, et de l'entreprise est du coup est réelle. Du coup, c'est un employeur beaucoup plus content du travail établi. C'est la responsabilité de tous, de l'employeur, des managers, des salariés, des collègues et notre propre responsabilité à nous en tant qu'organisation. Donc, le coût de l'inaction coûte beaucoup plus cher que celui de l'action. C'est à peu près entre 2 à 6% de la masse salariale annuelle d'une entreprise, ce qui est énorme. Donc, une entreprise qui est beaucoup plus dans une démarche réactive et non pas proactive risque de perdre 2 à 6% de sa masse salariale annuelle si, bien sûr, les salariés ne sont pas formés. Et pour aller plus loin, donc l'ANLCI a mis en place des outils et surtout un outil pour mesurer les risques de l'illettrisme dans une organisation. C'est un diagnostic accessible à tous. Vous avez là donc le lien pour y accéder. C'est un outil accessible à tous. Un questionnaire en 3 étapes permettrait à chaque entreprise de voir Oui, vous avez coupé votre micro, Madame Malal, c'est bon, on vous a retrouvé. Excusez-moi. Donc, je disais que l'outil Evagile permettrait de mesurer les risques donc, de l'illettrisme et permettrait par la suite d'aider les organisations à mettre en place un plan d'action qui sera, donc, toute organisation peut être accompagnée par l'agence, mais également par les partenaires présents aujourd'hui pour pouvoir mettre en place un plan d'action. Et là, vous avez des témoignages d'organisations qui ont utilisé l'outil Evagile et qui a permis par la suite à plus de 10 279 organisations à s'emparer du sujet et surtout à se dire qu'il est temps quand même de s'engager. Voilà. Merci beaucoup, merci Madame Malal. Merci Armelle pour avoir
cadrer, je dirais, le propos par rapport aux enjeux, la posture de l'entreprise. Je vais pas revenir sur vos propos, simplement dire aux participants que les intervenants restent à votre disposition. N'hésitez pas à prendre note des liens Internet qui sont inscrits dans le chat, les outils comme Evagile, et on se fera relais, donc vous pouvez aussi me contacter. On vous enverra la présentation, mais l'idée, c'est plutôt d'avoir un propos général sur les enjeux de lutte contre l'illettrisme en entreprise, et ensuite que vous puissiez creuser ces questions-là et aller un peu plus dans le concret sur les actions, les outils qu'on peut développer, l'action territoriale notamment. Je vais laisser la parole donc à Céline Roland de Transition Pro Pays de la Loire, puisque l'idée maintenant, c'est aussi de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre de façon pratico-pratique pour accompagner les collaborateurs. Et on a voulu faire un zoom, un focus sur la certification CLEA pour développer le socle de compétences des salariés. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Céline qui va vous présenter le dispositif CLEA. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Pour le coup, donc effectivement, pour faire suite aux interventions de Madame Elal et Arnel, l'idée c'est de vous présenter la certification CLEA. C'est une démarche qui s'articule autour d'un référentiel unique. Elle est applicable à tous les publics et à tous les secteurs. La cible prioritaire, ce sont des publics peu qualifiés qui, pour la plupart du temps, n'ont aucune certification professionnelle, et puis des publics qui sont fragilisés socialement. L'objectif, en fait, c'est qu'ils restent en contact avec l'emploi. Donc, l'objectif du certificat CLEA, c'est de maîtriser les connaissances et les compétences socles. Souvent, on dit que c'est à peu près le niveau troisième d'un élève. Et l'objectif également, c'est de favoriser leur insertion professionnelle et la formation professionnelle. La plupart du temps, CLEA va rester un premier diplôme, une première certification qu'ils vont avoir pour évoluer soit à l'intérieur de l'entreprise elle-même, ou soit pour les demandeurs d'emploi pour s'insérer dans la vie professionnelle. L'intérêt pour le salarié, bien sûr, c'est une reprise ou une prise de conscience en soi. Je dis reprise parce que la plupart des dossiers, si on a des dossiers, il y en a qui ont des niveaux 6. Et en fait, on s'interroge souvent pourquoi un niveau 6 fait appel à CLEA. Et quand on regarde leur argumentaire, c'est vraiment pour reprendre confiance en soi suite à un accident de la vie ou à un burn-out au niveau d'une entreprise. Donc, la prise de confiance en soi est assez importante. L'objectif également, c'est que ce salarié prenne conscience qu'il a acquis aussi des compétences, même s'il n'a pas de diplôme, qu'il a des compétences et comment on peut les valoriser également, qu'il développe son autonomie, que ce soit dans la vie perso, pour aider également à la rigueur ses enfants, et puis bien sûr dans la vie professionnelle, de sécuriser son parcours professionnel pour ensuite soit aller vers un autre diplôme ou justement être en emploi et développer bien sûr son employabilité. Pour vous, en entreprise, l'objectif reste de fidéliser les salariés, de sécuriser aussi leur parcours professionnel et de les remobiliser avec apprendre à apprendre. C'est un des domaines qu'il va falloir valider. Et l'objectif de tout ça, c'est qu'il gagne également en autonomie sur son poste de travail. La démarche CLEA, souvent dans les entreprises, elle est aussi là parce qu'il y a eu une détection, effectivement, qu'il y a eu un problème à un moment donné pour le salarié de savoir lire, écrire, etc. Et là, l'objectif, c'est vraiment de développer son employabilité et de garder le salarié en tant que salarié dans votre entreprise. Donc, les 7 domaines de connaissances et de compétences qui sont à valider, là, en fait, on est vraiment sur le savoir, la communication en français. Donc, en clair, c'est écouter, comprendre, savoir lire, savoir écrire. L'utilisation des règles de calcul et du raisonnement mathématique. Là, l'autre jour, on avait un salarié qui a fait CLEA parce qu'il voulait passer son TP porteur, conducteur poids lourd. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il avait des manques au niveau des règles de base de calcul. CLEA l'a aidé également à être un premier tremplin à cette reconversion en tant que conducteur poids lourd. Un troisième domaine, c'est l'utilisation technique, bien sûr, de l'information et de la communication numérique. Là, on reste sur les fonctions de base. C'est savoir utiliser un ordinateur, savoir mettre en forme un texte, gérer les documents, donc vraiment la base de la partie informatique. Une compétence également qui est importante pour l'entreprise, c'est une aptitude à travailler dans des règles bien définies, dans le travail en équipe. Donc, comment j'implique le salarié à respecter les règles collectives, de la vie collective, du travail en équipe, comment je communique en groupe, comment je contribue aussi à communiquer.
L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel. Donc là, ça sera comprendre son environnement de travail. L'objectif, c'est vous allez lui donner des choses à faire à ce salarié, c'est qu'il réalise dans des objectifs individuels, dans des actions simples en fait sur un projet et qu'il soit capable aussi de prendre des initiatives. Là, ça revient aussi avec la confiance en fait, la confiance en soi au niveau de la personne. Un sixième domaine, c'est la capacité à apprendre tout au long de la vie, ce que je disais tout à l'heure avec conscientiser l'acquisition des compétences et surtout, vous, en tant qu'employeur aussi, remobiliser cet esprit de apprendre à apprendre. En fait, c'est tirer les leçons aussi hein, de ces erreurs, ne pas rester forcément sur des erreurs, mais ce que je fais pour être meilleur également. Et puis, la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène et sécurité environnementale. Là, c'est vraiment, je ne vais pas vous apprendre, mais c'est vraiment sur la partie avoir les bons gestes répétitifs afin d'éviter tout risque d'arrêt maladie. Donc, c'est une certification qui est quand même exigeante, qui est là pour développer l'employabilité. Les 7 domaines doivent être maîtrisés entièrement. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de relever les points forts. Au lieu de stigmatiser et de regarder les manques, en fait, on regarde les points forts de Cléa et pour motiver, pour rester dans la motivation du salarié. C'est une certif qui est clé en main. Les candidats sont déjà pris en charge dès le départ et sont accompagnés tout le long du cursus de Cléa. Et puis, c'est une démarche qui est outillée et pilotée par un réseau d'acteurs dont le rôle est bien défini selon les 4 étapes suivantes, en fait. Vous avez une prise de contact qui, selon leur situation, qu'ils soient salariés ou demandeurs d'emploi, ils sont informés et orientés vers la certification par un prescripteur. Ce prescripteur peut être vous, employeur, conseiller en évolution professionnelle, nous, Transition Pro, des OPCO, la région, Pôle emploi, enfin voilà, tous les prescripteurs de la formation professionnelle. Et en fait, lors de cette prise de contact, en fait, on va le mettre en relation avec un organisme de formation habilité. Vous aurez dans les slides suivantes les liens et je pourrais vous les mettre aussi dans la conversation après. Et puis, il va rencontrer un conseiller. Là, on va le faire avec lui, en fait, une évaluation préalable. Comme je le disais tout à l'heure, on est sur une évaluation, une détermination des points forts. L'objectif, c'est pas de dire tout de suite aux salariés, ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est on met en avant les points forts pour ensuite travailler les points faibles, les manques. Si l'évaluation, en fait, des points forts, il maîtrise tous les 7 domaines, eh bien, il sera certifié Cléa. Il n'y a pas de parcours de formation. S'il lui manque plusieurs domaines, un ou plusieurs, dans ces cas-là, il y aura un parcours de formation qui va être travaillé avec l'organisme évaluateur. Et en fait, ça va être des objectifs pédagogiques clairs sur une durée vraiment claire, sachant qu'il a 5 ans hein, pour valider tous ces domaines. Et puis, le formateur, qui ne peut pas être évaluateur final, attention, s'assurera régulièrement des progrès. À l'issue, il y aura une certification. Cette certification, en fait, elle est validée par des représentants d'employeurs et de salariés tous les mois en commission paritaire à Transition Pro, en même temps que les autres dossiers. Et là, une fois que la validation est faite, il y a un certificat qui est transmis aux salariés. Si je vais un peu plus loin tout à l'heure où je vous parlais d'un parcours de formation, si on parle au niveau du temps, en fait, on est sur des parcours en entreprise qui sont à peu près entre 50 et 70 heures. Tout dépend, bien sûr, hein, comme je vous disais, s'il a beaucoup de domaines à valider ou s'il y en a très peu, bien sûr, on va être à moins. Le financement, c'est soit le plan de développement des compétences, ça peut être également la PROA, le CPF pour le salarié, la région avec la prépa avenir et prépa clé pour les dispositifs de financement, mais là encore, je vous les mettrai en lien. Donc, en fait, c'est quelque chose, c'est un certificat Cléa qui... On va le faire très vite, Céline, je suis désolée, parce que je vais devoir changer d'intervenant. Vas-y, termine. Non, termine sur la slide. Ouais, je voulais dire sur cette slide-là, ce qui est important aussi, tout à l'heure, je vous disais que c'était transmis aux salariés le certificat. Tous les ans, on fait une remise de certificat au niveau de Transition Pro, une remise de certificat en main propre. Et là, c'est sur la fin de l'année, donc n'hésitez pas à regarder les réseaux sociaux. La prochaine date, c'est le 7 novembre sur Nantes. Et là, c'est des moments forts aussi pour ces salariés qui n'ont souvent pas de diplôme et c'est leur premier diplôme. Voilà, je laisse la main, Jean-Baptiste.
Merci beaucoup, merci Céline. Simplement, peut-être un petit mot, nous, au niveau acteurs paritaires, on souhaite effectivement porter une information plus forte sur le dispositif CLEA, cette certification auprès des employeurs. Donc, on est en train de réfléchir à des formats animation dans les territoires. Et puis, je pense que ce sera un lien qu'on aura aussi dans le cadre de la charte qu'on engage sur la question de la lutte contre l'illettrisme, justement avec l'ANSIL. Ça, c'est des informations qu'on pourra vous donner ultérieurement, mais sachez que on aimerait porter ce sujet sur l'ensemble des territoires avec l'ANSIL et faire le lien aussi avec Transition Pro, notamment sur cette certification. Je laisse la parole maintenant à Monsieur Parnet pour l'entreprise Hippolet. Donc, Monsieur Parnet est le dirigeant. Et là, l'idée, c'est plutôt de voir comment vous accompagnez vos salariés qui ont des difficultés. Donc, vous êtes sur une entreprise d'insertion par l'activité économique, mais vous allez nous en parler. Pas du tout, c'est pas ça. Ou des personnes... C'est pas ça, c'est une entreprise adaptée. Donc, on est sur une autre organisation que l'IAE, mais c'est quand même des cousins. C'est quand même pas très loin cette affaire-là. Donc, effectivement, on est une association qui s'appelle Hippolaïs Entreprise Adaptée. On se situe sur Angers. Pour autant, mon propos ne relève pas que de l'entreprise adaptée. Je pense que c'est important de se dire que toute entreprise peut être concernée et avoir une ambition telle que celle qu'on a pu développer depuis plusieurs années aujourd'hui. Donc, Hippolaïs, c'est une entreprise aujourd'hui qui a 180 collaborateurs, 160 en CDI. Je veux bien la slide d'après si c'est possible, parce que je ne connais pas tout par cœur, merci. Dans 70 qui sont reconnus travailleurs handicapés, ça fait 30 ans qu'on existe sur l'agglomération angevine. Et donc, nous travaillons dans la propreté très majoritairement. Donc, nous avons des personnes en situation de handicap, essentiellement personnes en situation de handicap mental ou psychique, très majoritairement. Donc, c'est vrai qu'on est très concerné par la question de l'illettrisme, l'électronisme qui arrive. Je souscris complètement aux propos qui ont été énoncés en tout début. Pour autant, effectivement, au regard des statistiques qu'on a vues, nous sommes sans doute plus touchés dans l'entreprise que d'autres, mais pour autant, je pense que ça peut valoir dans beaucoup d'autres entreprises. Depuis 2009, on travaille avec notre OPCO, alors qu'il a changé de nom à plusieurs reprises, sur la maîtrise des compétences clés de la propreté, donc qui est un dispositif spécifique de la branche de la propreté, alors qui est, c'est peut-être pas très bon de le dire comme ça, mais qui est infra-CLEA. Hein, quand j'entendais tout à l'heure qu'on était plutôt sorti de collège au niveau CLEA, en maîtrise des compétences clés, on va être sur un niveau où on va même certifier un certain nombre de choses ou en tout cas, on a des personnes qui n'ont pas la compétence d'aller jusqu'à CLEA. Et c'est vrai que chez nous, la question de l'amélioration continue des conditions de travail est quelque chose d'important, d'inscrit dans le projet de l'entreprise. Donc, la maîtrise des compétences clés et l'engagement sur d'autres choses, donc qui sont plus spécifiques, les prestations de propreté en journée, sont vraiment fondatrices dans l'organisation. Donc, c'est vrai qu'on s'est, je veux bien la slide qui suit, on s'est organisé pour mettre en place un dispositif qui nous permette de renforcer le pouvoir d'agir des salariés comme partie prenante de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? À chaque fois que je signe un CDI, à chaque fois je dis à la personne, vous avez la parole. Ça ne veut pas dire que ce que vous dites le lendemain matin, les choses sont organisées, mais en tout cas, on veut vraiment faire en sorte que dans l'entreprise, les personnes aient la parole. Et pour pouvoir y arriver, il faut qu'on ait une circulation de l'information et que cette information, évidemment, elle fonctionne dans les deux sens. Et effectivement, quand on envoie une information, alors pas forcément en écrit, se poser la question de comment la personne va la recevoir, de comment elle va pouvoir la traiter, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et donc, on a cherché à travailler sur l'amélioration de la compréhension des consignes, parfois sur le poste de travail, mais parfois également sur l'organisation de l'entreprise. Et donc, nécessairement, il a fallu qu'on travaille avec tout le monde dans l'entreprise, de la chaîne managériale jusque tous les agents, sur les métiers très opérationnels ou les métiers support. Voilà, donc désormais, voilà, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille. Alors, la slide après dit qu'il y a 64, en fait, on a eu beaucoup plus de salariés que ça. On ne s'est pas compris avec notre RH là, qui m'a donné les éléments. Donc, on a plutôt 110 personnes qui ont suivi cette formation depuis 2009. Et aujourd'hui, ce qu'on repère, et
on est vraiment raccord avec ce qui s'est dit tout à l'heure avec les différents intervenants, c'est que presque 80% des personnes qui ont suivi cette formation sont toujours dans l'entreprise, en sachant qu'on a 10% de personnes qui ne sont plus dans l'entreprise, qui sont parties en retraite ou qui ont arrêté leur activité depuis pour des raisons de santé. Donc en fait, on a eu un taux de fidélisation qui a été important et qui est repéré. On a une promotion également des valeurs collectives, hein, tous les bilans, et là c'est vrai que CAP Savoir, qui est notre formateur, travaille beaucoup sur des bilans intermédiaires, et à chaque fois, la place de l'entraide entre les stagiaires ressort comme quelque chose d'extrêmement positif. Et ça se ressent dans l'entreprise de manière durable, et ça a changé la face de l'entreprise très très clairement. Donc il faut être prêt à ça, parce que effectivement, une des dimensions notamment, c'est que sur les dernières élections qu'on a eues, nous avons 3 membres du CSE qui sont issus de la dernière promotion de cette formation. Donc effectivement, prendre la parole, le pouvoir d'agir, c'est aussi donner la possibilité aux personnes de s'investir dans l'association et de prendre la parole. Et puis, je souscris complètement ça, et on y est attaché également, une promotion de l'individu au-delà du salarié. On repère, et là les salariés nous le disent, que les compétences qui sont acquises sont transférées et transposables dans la vie perso. On a notamment des choses qui sont tout à fait intéressantes sur j'ai pu relire une histoire à mon gamin le soir, je suis super fier de ça. C'est moi qui ai pu demander au prof principal un entretien, et je me suis senti suffisamment à l'aise pour aller le voir. Et ça, c'est des choses qui sont effectivement très sécurisantes pour tout le monde. Donc, j'encourage vraiment les entreprises à aller sur ce genre de dispositif, même si ça peut mettre l'entreprise parfois en questionnement. Merci, Monsieur Parnet. Merci pour votre intervention et nous avoir parlé de vos actions concrètes. Si je prends un peu le cadre général de notre webinaire, je retiens en fait la posture des employeurs et à la fois le niveau de responsabilité que peut avoir un employeur vis-à-vis de ses collaborateurs, mais peut-être autour des questions d'environnement de travail. On a abordé la question des risques, la question de la marque employeur et finalement les valeurs collectives, et c'est ce que vous expliquiez, pour une performance globale, en fait, s'intéresser à l'ensemble des personnes dans l'entreprise, mais aussi pouvoir détecter des situations de difficulté, parce que pour tout vous dire, quand on a organisé ce webinaire, la posture de certains, ça pourrait être de dire c'est quelque chose de très particulier, je ne sais pas comment prendre ce sujet à bras-le-corps, et puis ça concerne peut-être un peu la vie privée. Et en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, non, c'est la question de la connexion entre la vie professionnelle et la vie privée, et que bien sûr, on a ce niveau de responsabilité d'accompagnement de l'ensemble des collaborateurs, et notamment les personnes qui peuvent se retrouver dans des difficultés dans leur cadre professionnel. Donc, la question de la lutte contre l'illettrisme doit être effectivement une action forte à développer dans l'ensemble de nos territoires. Donc, je remercie l'ensemble des intervenants. Il est déjà 12h33. Est-ce qu'il y aurait une question ou 2 questions? On peut encore garder 1 minute pour vous répondre. Monsieur Maradour, Marc Maradour. Bonjour, merci pour le monsieur. Bonjour à tous. J'avais en fait 2 questions. La première, j'ai raté les 3 premières minutes, vous m'en excuserez, si la question, s'il y a déjà une réponse à cette question, mais lorsque vous parlez, d'illettrisme, est-ce que vous incluez cette notion qui est encore plus vaste, me semble-t-il, et qui la recoupe partiellement, c'est l'électronisme. Quand on parle d'électronisme, effectivement, on peut avoir tout à fait une capacité de lire, d'écrire de façon très très correcte, par contre être très très éloigné des outils numériques quels qu'ils soient. Donc ça, c'est la première question qui s'adresse aux premiers intervenants. Et la seconde, c'est, j'ai une réponse dans le chat et l'excellente présentation de M. Parnet et de Charles font que j'ai eu la réponse concrète à ce que j'ai mis en place. Mais combien d'entreprises depuis la Loire aujourd'hui ont fait appel au CLEA? Est-ce que vous avez, peut-être vous êtes passé très vite sur ce slide-là, mais j'aimerais savoir de quelle façon les employeurs vous font appel et comment peut-on le faire, parce que je suis évidemment intéressé. Alors, peut-être Céline pour la seconde question, puis je laisserai Armel peut-être répondre pour la notion entre l'illettrisme et l'électronisme. Sur le nombre d'entreprises, Céline, je te laisse la parole, peut-être pour répondre à M. Maradour.
Ah, le micro est coupé, Céline. Oui, j'ai trop bien écouté. Sur la région Pays de Loire, il y en a certifié 450 certificats CLEA depuis 2020 et à peu près 60% sont issus de l'entreprise. En fait, ont été mobilisés via l'entreprise. Le reste, ce sont des demandeurs d'emploi. Donc après, combien d'entreprises, je ne peux pas le savoir parce que RGPD oblige, mais voilà, j'ai les stats des salariés qui viennent d'un employeur. Merci beaucoup. Et peut-être pour la première question, Madame Halal ou Armel, sur effectivement, on est passé assez vite, mais je sais que vous avez un propos sur la notion aussi entre illettrisme et électronisme. Oui, alors pour nous, illettrisme et électronisme, en fait, c'est la double peine, c'est la superposition des difficultés, puisque aujourd'hui, la compétence numérique de base fait partie des compétences de base au même titre que lire, écrire, compter. Lire et écrire est la toute première compétence qui est la clé de toutes les autres compétences. Statistiquement, j'ai vu que dans le chat, vous avez posé une question sur les statistiques. On n'a pas de statistiques qui permettent de recouper effectivement cette superposition de difficultés. L'INSEE avait fait une enquête nationale il y a quelques années, qui donnait donc 13 millions de personnes qui ne maîtrisaient pas le numérique. Mais ça mélange des personnes qui sont totalement à l'aise avec lire et écrire et celles qui ne le sont pas à l'aise. On a fait une estimation, parmi ces 13 millions, on estime que 1 sur 5 est confrontée en fait, au cumul des difficultés. Mais il n'y a pas de statistiques directes qui nous permettent d'avoir... J'espère que ça répond à votre question. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore un dernier levé de main? S'il n'y en a pas, on va pouvoir clôturer. Simplement vous dire, je ne sais plus si ça a été indiqué dans le chat. Voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble des webinaires, les midis de l'emploi et de la formation sur le site du CARIFOREF. Donc là, vous retrouvez le lien. On vous enverra de toute façon la présentation de PowerPoint. N'hésitez pas à aller voir ce site. Et je remercie encore le CARIFOREF pour l'hébergement de tous nos webinaires. On a organisé des webinaires sur la question des aides alternance, le parcours TPE-PME, les aides sur PCRH, sur la question des problématiques de logement, l'hébergement des apprentis en sollicitant l'hébergement temporaire chez des particuliers. Voilà, vous avez énormément de choses. C'est très court. L'idée, c'est plutôt d'aller chercher de l'information, de cerner les enjeux principaux sur la thématique et ensuite de rentrer en contact avec les différents intervenants. Vous pouvez vous repasser par les organisations employeurs pour pouvoir avoir les différents contacts et puis aller chercher de l'information de façon plus précise sur chacune des thématiques. Voilà, je remercie l'ensemble des participants et les intervenants pour ce webinaire. Simplement vous dire qu'on aura, je crois qu'il y a un dernier slide, il me semble, j'ai un gros doute sur le prochain. Non, donc le prochain webinaire, que je ne dise pas de bêtises, doit être le 20 octobre, mais on vous donnera l'information. Il est 12h38, donc on a débordé un petit peu de 8 minutes, mais c'est toujours compliqué comme exercice. Et puis, je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Très belle journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir à tous.